Bien, bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans le webinaire sur le gaspillage alimentaire. Alors, je vois que les participants continuent d'arriver. On va peut-être attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Euh, voilà, bon, ça monte encore un peu. Donc, moi, je m'appelle Édouard Marchal. Je suis formateur sur les thèmes du recyclage, des déchets et du gaspillage. Et donc, je serai avec vous pendant 1 heure pour parler de cette thématique-là. Donc, on va voir ensemble quelles sont les solutions pour éviter le gaspillage alimentaire. Et pour ça, vous allez pouvoir donc interagir sur le chat et ce sera Valérie qui est avec moi qui va répondre à vos questions. Bonjour, on vous attend sur le chat, hein, n'hésitez pas. Voilà, donc pendant que je vais avoir une demi-heure de présentation où je vais pouvoir donc vous parler de cette thématique-là, vous pouvez interagir en même temps sur le chat. Valérie prendra vos questions, on y répondra donc à la fin. Bon, on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle. Donc moi, je suis pas seulement formateur, j'ai aussi essayé d'expérimenter ce mode de vie zéro déchet, donc en réduisant d'une manière assez drastique nos déchets. Aujourd'hui, là où je vis avec mes colocataires, on produit 7 kilos de déchets par an, ce qui est 50 fois moins que la moyenne nationale. Et ça, on l'a réussi en mettant en place justement un mode de vie où on essaye de ne rien gaspiller. C'est-à-dire qu'on réutilise et on essaye de que chaque matière dans notre vie soit une matière qui puisse être réutilisable, y compris du coup les matières alimentaires, donc l'alimentation. Donc on a réussi à faire zéro gaspillage et je vais vous expliquer comment par des solutions assez simples et assez rigolotes. Alors pour commencer, je vous propose un petit sondage. Donc la question c'est combien d'entre vous cuisinent des aliments passés? Donc on va vous mettre un sondage, vous allez pouvoir y répondre. Et le but pour moi c'est de comprendre un peu où est-ce que vous en êtes sur la thématique. Est-ce que des gens sont déjà un peu donc vous pouvez voter. Oui, non, voilà, qui cuisine ces aliments? Ça peut être des aliments, des légumes, mais ça peut être aussi des boîtes de conserve un peu dépassées ou des yaourts. C'est pas forcément que des aliments végétaux. Voilà, 90%, on a affaire quand même à des personnes assez engagées sur la thématique. 94, on attend que tout le monde ait voté. Donc je rappelle la question, qui cuisine ces aliments passés? Donc que ce soit légumes ou autres. Donc on a à peu près tous les répondants, je pense. Ouais, 94%. Super. Donc ça veut dire que vous êtes quand même déjà bien renseigné sur le sujet. Je vais vous présenter un peu l'état des lieux du gaspillage alimentaire dans le monde et en France. Mais hop, et pour ça, voilà. Donc quelques chiffres que vous devez avoir en tête quand même pour comprendre un peu de quoi on parle. Au niveau mondial, on est à peu près 1,3 milliard de tonnes de gaspillage. Ça vous dit rien, vu comme ça, mais ça représente un tiers de ce qu'on produit par an qui est gaspillé. Un tiers, c'est assez énorme. Il y a un rapport de la FAO, qui est un organisme de l'ONU, qui vous dit que dans le monde, on produit pour 12 milliards de personnes de nourriture par an. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait nourrir 12 milliards de personnes avec ce qu'on produit. Or, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas forcément à manger tout le temps. Donc, ça veut dire qu'avec cette nourriture qu'on gaspille, on pourrait nourrir 3 fois plus de personnes qui aujourd'hui n'ont pas assez à manger. Donc, c'est des chiffres qui sont assez abstraits quand nous on les voit, mais qui sont réels et qui sont durs en fait. En France, on n'est pas les moins pires. En moyenne, avec toute la chaîne de production qu'on a en France, on va gaspiller dans les 150 kilos de nourriture par an. Et vous, à votre échelle individuelle, vous jetez en moyenne 20 kilos d'aliments par an. Et dans ces 20 kilos, il y a au moins 7 kilos de déchets que vous jetez qui ne sont même pas encore consommés. Donc c'est là, je pense, le vrai problème et notre vrai souci par rapport à ça, c'est que non seulement effectivement on jette des restes alimentaires parce que on a tous des restes alimentaires, mais on jette et on gaspille surtout des aliments faute de savoir quoi faire avec ou faute finalement de les oublier ou quelque chose comme ça. Donc pour vous expliquer un peu le phénomène, ce que nous, enfin, dans les organisations dans lesquelles je travaille, on s'est aperçu que finalement les personnes étaient assez peu au fait de ce phénomène, puisque en général, je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais en général, on va au magasin, on va acheter nos aliments là-bas, et on a assez peu finalement de lien avec le produit.
Donc on ne sait pas exactement ce qu'on achète et on ne sait pas exactement ce qu'on jette, in fine. Donc je vous propose de regarder cette petite vidéo, voilà, qui va donc s'allumer. Cette vidéo, en fait, c'est le cycle de vie d'une fraise. Donc vous avez une belle fraise rouge, voilà, qui vient d'être cultivée. Donc cette fraise, elle va avoir tout un univers avant d'arriver dans votre frigo. Où voilà, donc elle passe par des systèmes de distribution, elle passe par des emballages, des conditionnements pour l'amener en fait d'un point A à un point B. Peut-être que cette fraise, elle vient de l'autre bout de l'Europe ou d'Amérique latine, on n'en sait rien, là c'est pas précisé pour le coup. Euh, ah, alors on me dit que la vidéo n'est pas lancée. Alors attention, on la relance, désolé pour ce problème technique. Ça marche? Voilà. Donc là, ça fonctionne. Ouais, alors désolé pour le petit souci technique. Donc, je recommence. Donc, le cycle de la fraise. Donc, à partir du moment où elle a été produite et à partir du moment où elle est transportée, conditionnée sur toute une chaîne de production qui est assez gigantesque, hein, parce que parfois vos fraises, elles sont produites 48 heures plus tôt quelque part dans le monde et elles arrivent dans votre supermarché assez rapidement, puisque c'est quand même des denrées qui peuvent pas se garder très très longtemps. Et donc là, c'est pour vous montrer justement ce qui va se passer au moment où vous allez la trouver dans votre magasin, où elle a à peu près voilà 2-3 jours de vie. Donc, vous pouvez avoir une petite mise en scène avec les citrons notamment. Voilà, donc là c'est votre enfant qui vous demande des fraises parce que quand même c'est sympa les fraises, c'est frais, c'est chouette. Vous n'avez pas forcément prévu des fraises pour le coup, mais bon, vous prenez vos fraises. Vous les amenez donc chez vous. Donc encore du transport, hein, mine de rien, avant qu'elles arrivent dans votre frigo. Voilà, donc elles vont finir dans votre frigo. Je pense que vous pouvez retrouver ce genre de comportement chez vous. Hop, vous en mangez une parce que c'est sympa. Et finalement, le temps passe, et comme vous n'aviez pas vraiment prévu de manger des fraises, on les oublie, on les oublie, on les oublie. Et ah, on peut plus les manger. Donc on les jette. Donc voilà à peu près. Donc ça c'était une vidéo qu'une ONG faisait pour l'occasion. Donc c'est à peu près le problème aujourd'hui qu'on a à ce niveau-là. Euh, des fruits et légumes qui sont transportés du monde entier pour arriver jusque dans nos assiettes et que finalement on peut assez rapidement laisser pourrir parce qu'on n'a pas du tout conscience de ce qui se passe à cette échelle-là. Donc c'est un problème mondial et c'est presque certains diront une sorte d'absurdité dans laquelle on vit, enfin en tout cas les personnes qui sont engagées sur le sujet, de voir à quel point on produit et à quel point on jette derrière. Pour autant, c'est pas un problème qu'on laisse de côté. Il y a énormément de solutions qui sont mises en place et ça commence par nos territoires. Donc ça commence par des pays, ça commence par l'organisation mondiale, donc l'ONU qui agit au niveau mondial et qui essaye d'impulser des directives un peu partout dans le monde et qui arrive du coup nous en Europe. En Europe, c'est un sujet qui est traité de manière très sérieuse dans les commissions puisque on se donne d'ici 2025 pour ambition de réduire de moitié le gaspillage alimentaire en Europe. Donc ça comprend tous les pays de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose d'assez ambitieux par rapport à ce qu'on gaspille aujourd'hui. Et on se donne les moyens de faire ça. Donc il y a énormément d'organismes qui prennent le relais et on a des nouveaux postes, si vous voulez, qui sont créés un peu en Europe pour essayer de gérer ça. Ça arrive en France. En France, depuis 2016, on a la loi anti-gaspillage qui a suivi justement un peu cette directive européenne, notamment en travaillant au niveau des grandes surfaces. Donc, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, la loi qui est sortie en 2016, elle s'attaque essentiellement aux invendus qu'on a dans les grandes surfaces, en disant toute grande surface, plutôt hypermarché, donc supermarché, hypermarché, se doit d'avoir une convention avec des associations et de leur redonner leurs invendus. Donc, ils doivent absolument trouver des associations qui puissent récupérer leur surplus sur la semaine ou sur la journée. Après, c'est à eux de voir avec leur quantité d'aliments. Donc ça, c'est une avancée incroyable parce que si vous voulez, avant ça, les magasins ils jettent tout simplement dans les poubelles, voire ils javellisent dans les poubelles parce qu'en fait ils ont une espèce de pression sanitaire qu'ils doivent absolument suivre. Donc là, c'est une obligation de mettre ça en place.
Il y a de la valorisation du coup qui est destinée, soit on en fait des repas, et ça part du coup dans des centres d'associations pour donner à des personnes qui ont un peu moins de moyens. Soit c'est la valorisation alimentaire pour les animaux par exemple. Soit on donne voilà, des boîtes ou des aliments qui sont prêts à être jetés, et à ce compte-là, ça va directement dans des épiceries solidaires où on va pouvoir récupérer une grande partie de ce qui allait être jeté pour que ce soit revendu à moins cher. Mine de rien, c'est un phénomène qui se développe puisque en 2015, on a les trois grands groupes Carrefour, Auchan et Carrefour Auchan essentiellement. Je retrouvais le troisième, qui ont sauvé à peu près 130 millions de repas. Ils ont distribué 130 millions de repas grâce aux invendus alimentaires. Donc c'est quand même quelque chose qui se développe, mais bien sûr, il n'y a pas de contrôle pour ça. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller vraiment contrôler. C'était pas Intermarché. Hein. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller contrôler cette pratique. On a par contre des personnes qui passent dans les grandes surfaces pour voir si les poubelles sont javelisées ou pas. Ça c'est une espèce de brigade un peu sanitaire. Mais sinon, bah forcément, voilà, c'est un peu compliqué à l'échelle nationale et internationale, d'avoir une police du gaspillage. Ça veut dire que derrière, si c'est pas les magasins et les États qui peuvent empêcher le gaspillage alimentaire, bah, il reste nous. Donc, on va voir comment est-ce que nous, on peut. C'est Casino, ouais, c'est Groupe Casino, c'est ça. C'est pas Leclerc. Non, c'est Groupe Casino, Auchan, ouais, et Carrefour qui ont participé à ce programme justement de faire des aliments à partir des invendus et de les redonner à des associations. Du coup, si c'est pas que à eux, c'est aussi à nous. Voilà, donc je vais vous parler un peu des solutions qu'on peut faire au niveau personnel déjà, et ça commence par notre comportement d'achat. Donc, la grosse problématique, donc on l'a bien vu hein, avec la fraise, c'est que en faisant un peu ces courses de manière désorganisée, désordonnée, enfin en tout cas dès qu'on peut, quand on peut, et sans vraiment penser à ce qu'on a envie de manger ou ce qu'on souhaite manger, ça nous donne des comportements où on achète de manière assez compulsive tout ce qui se passe dans le magasin. Donc on peut avoir une liste de départ, mais on va très facilement se laisser avoir, entre guillemets, ou se laisser prendre par des promotions. Et souvent, ces promotions, c'est un acheté, un offert, ou ce genre de choses. Ou alors des grands formats qui vous entraînent à le prendre parce qu'en fait, c'est moins cher, vous avez un bon de réduction dessus et c'est super. Donc soit vous économisez a priori dans cet acte d'achat de l'argent, sauf que a priori vous n'avez pas besoin de ce produit-là. Donc si vous faites pas de liste, vous allez vous retrouver avec une quantité de nourriture un peu indéfinie chez vous, et c'est là où le stockage va commencer, et c'est là où potentiellement le gaspillage va arriver. Donc moi ce que je conseille, et ce qu'on fait nous personnellement au quotidien, c'est donc de faire des listes, et qui dit liste dit à un moment faire des menus dans la semaine, peut-être pas forcément tous les soirs, mais un certain nombre de menus que vous pouvez faire avec vos enfants, par exemple le dimanche soir, enfin si vous avez des enfants ou avec vos colocataires. C'est un exercice assez agréable en fait, vous êtes en famille, vous réfléchissez qu'est-ce qu'on veut manger cette semaine, donc on fait des plats, et à partir de là vous avez une liste, et cette liste, bah, vous vous y tenez. À la limite, vous pouvez craquer peut-être sur un bonbon, mais sinon vous tenez à cette liste et vous verrez à quel point déjà vous aurez beaucoup moins de gaspillage, et puis surtout vous allez sauver de l'argent. Mais ça on en parle juste après sur la conservation. Une autre pratique qui se développe depuis certaines années, c'est les produits moches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est Intermarché qui a lancé cette campagne entre autres il y a 2 ans à peu près sur consommons des produits moches. Donc les produits moches simplement parce que on a une standardisation aujourd'hui en France, en Europe et même dans le monde des produits qui font que à la production, quand vous produisez des carottes par exemple, si elles n'ont pas la tête de carotte que la nomenclature européenne et française a décidé qu'elles auraient, elles sont jetées. Donc en gros, si vous n'avez pas une belle carotte, elle va pas dans votre supermarché. Il y a eu du coup un mouvement qui s'est levé un peu contre ça en disant mais c'est absurde parce que ça reste une carotte, ça a le même goût qu'une carotte, c'est juste que c'est pas aussi beau que ce qu'on vous montre dans les publicités, mais ça reste quand même une carotte. Donc on a, vous le voyez un tout petit peu là, ce logo, les gueules cassées. Ça c'est une structure qui s'est créée justement pour aller chercher et vendre que des produits de ce genre,
tandis que Intermarché, voilà, a lancé sa campagne sur les produits et légumes moches. Alors eux, ils les vendaient en magasin, mais ils en faisaient surtout des smoothies ou des soupes, des choses comme ça, pour qu'on puisse les manger, parce que effectivement, votre carotte, même si elle est pas très belle, une fois qu'elle est broyée dans une soupe, ça a le même goût. Donc c'était un peu cette idée-là de casser ce principe de un peu de produit joli entre guillemets. L'Europe a fait beaucoup à ce niveau-là. Ça fait partie un peu des grands chantiers sur lesquels ils travaillent. Essayer de essayer d'harmoniser un peu les pratiques et de ne plus demander aux producteurs de systématiquement jeter ce qui leur semble pas beau, quoi. Donc les cahiers des charges s'élargissent quelque part. On peut avoir des choux plus gros, plus petits, c'est plus trop un problème dans nos étals. Donc c'est dans presque une mode. Une autre pratique qui se développe beaucoup, c'est de consommer des produits qui atteignent une date, la date de existe-t-il en bio à la fin, ok. Euh, la date un peu de consommation finale. Donc je vais vous parler un peu de ça. La DLC, la DDM, donc la date limite de consommation et la date de durabilité minimale. Donc ces deux dates qui sont un peu, pour nous qui travaillons dans le monde du gaspillage, un problème parce qu'elles sont assez arbitraires et je vais vous expliquer pourquoi. La date de limite de consommation, c'est quand sur vos produits, vous avez marqué à consommer jusqu'à telle date. Ça veut dire que a priori, passé cette date, vous avez un risque sanitaire dans le produit. Cette date-là, elle est posée par des entreprises qui produisent voilà, vos produits, vérifiée par des organismes sanitaires, mais complètement arbitraire. Ça veut dire que il y a un cas qu'on reprend souvent, c'est le cas du yaourt. En France, on fait des yaourts qu'on envoie dans les dom-toms, parce qu'à un moment, c'est aussi la France, les dom-toms. Le produit est fait le même jour, et elles sont juste pas la même date de limite de consommation. En France, ça sera plus court que dans les dom-toms où on va rallonger la date parce que le produit est tout à fait mangeable. Ça veut dire qu'un yaourt, potentiellement, étant donné en plus que c'est tout ce qui est à base de lait, si vous voulez, c'est vivant, c'est pas encore mort, donc ça peut continuer à vivre. Vous pouvez le manger encore après un mois, la date, cette fameuse date limite de consommation, il sera encore bon. Et ça, c'est problématique parce que vous pensez que les yaourts, c'est du lait, ça va pas, ça va pourrir, donc on jette. Et ça va très vite parce que, encore une fois, cette pratique d'acheter des grandes quantités à la fois, vous avez votre pack de yaourt, vous savez pas quoi en faire, vos enfants ils en veulent plus, vous avez passé la date, vous les jetez. Sachez que vous pouvez les consommer mais sans aucun problème. Les seuls aliments qui sont vraiment un peu compliqués à faire dépasser au niveau des dates, c'est tout ce qui est en putréfaction, donc les viandes, les poissons, enfin tout ce qui est déjà mort en fait. Là pour le coup, il faut pas trop le garder, faut pas le garder trop longtemps. La DDM, donc date, oula, excusez-moi, date voilà, de durabilité minimale. Là, c'est tout ce qui est à consommer de préférence avant le. Donc là, ça veut dire que passer cette date, vous avez un goût, une texture qui va changer, mais le produit est consommable. Voilà. Donc, pareil, jeter par exemple une boîte de conserve, quelque chose comme ça a pratiquement pas de sens. Une boîte de conserve, c'est pratiquement, enfin, c'est pas à vie non plus. Il y a un moment où forcément l'aliment dedans va se dégrader, mais 3 ans plus tard, vous pouvez encore manger vos boîtes de conserve sans problème. Il y aura peut-être un goût un peu étrange, mais ça reste mangeable. Donc, ces dates de consommation, elles sont importantes et elles sont un peu une clé dans le gaspillage alimentaire parce que justement, elles nous imposent de jeter systématiquement des choses et ça se passe dans les grandes surfaces, hein, ça commence dans les grandes surfaces où en fait ils ravancent à chaque fois les dates qui sont les plus proches d'être passées, mais une fois que c'est passé, ils ont plus le droit de le vendre. Et ça c'est quand même problématique parce que c'est-à-dire que le produit est encore mangeable et on va jeter un produit mangeable dans la poubelle parce que la date est passée. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais en tout cas vous pouvez être vigilant. Et il y a toute une dynamique qui justement essaye un peu d'amener ça euh, à essayer justement d'aller vendre des produits qui sont un peu en fin de vie. Et on a des applications qui existent. Comme Optimiam, comme To Do Good, où justement ils vous proposent de vous référencer sur une carte les magasins ou les endroits où vous allez pouvoir acheter du coup ces produits-là, et en général ils sont moins chers. Donc vous avez tout à gagner à faire ça. On a une très belle association aussi qui s'appelle la Tente des Glaneurs. Et la Tente des Glaneurs, c'est sur les marchés un peu en France, ça se développe de plus en plus, peut-être que vous connaissez. Cette Tente des Glaneurs, elle va chercher pour vous les légumes dans les marchés, donc les denrées dans les marchés, et elle vous les remet sur un stand, et vous faites la queue, et vous allez chercher vos invendus comme ça à la fin du marché.
Moi, personnellement, quand j'étais étudiant, j'ai vécu 1 an sans jamais acheter de légumes, juste avec ce système-là. C'était quand même quelque chose d'assez pratique. Et enfin, donc dans votre consommation, si vous voulez aller encore plus loin un peu dans le process, on essaye de développer en France les magasins de vrac. Donc d'aller acheter en fait ses fruits, ses légumes, ses condiments, ses pâtes, ses céréales, enfin tout ce que vous voulez en vrac. Parce que à ce moment-là, vous achetez la juste dose. Normalement, vous êtes censé arriver en disant, bah, cette semaine, on est tant à la maison, donc on aura besoin de, par exemple, de tant de crème fraîche ou de tant de lait ou de choses comme ça, et vous achetez pas en gros et en énorme. C'est une pratique qui est un peu plus compliquée pour le coup parce qu'elle demande d'avoir des magasins en vrac déjà pas loin de chez soi, et souvent excusez-moi, avec la vie en famille, la vie au travail, c'est peut-être un peu plus compliqué à s'organiser. Il n'empêche que si vous voulez pousser un peu la démarche plus loin, c'est ce qui vous évite a priori du gaspillage parce que vous savez ce que vous achetez, vous savez où c'est et vous savez quand c'est. Voilà. Donc ça c'est à l'acte d'achat. Donc très très important l'acte d'achat. Prendre conscience de ce que vous achetez, comment, pourquoi. C'est pas juste, enfin vous l'avez bien vu avec la fraise, hein, c'est pas juste une question de prix, c'est une question de ressources et c'est une question aussi de ce que vous consommez derrière. Une fois que vous avez fait votre acte d'achat, il y a toute la problématique de la conservation. Donc si vous faites des menus, si vous arrivez à mettre ça en place un peu en famille ou en amis ou entre colocataires, il faut s'y tenir, du coup. Sinon, ça marche pas. Donc, essayez ça peut-être une semaine pour voir. Faites-vous vos menus. Déjà, vous allez voir, ça vous décharge la tête. Ça vous décharge la tête quand vous arrivez au magasin. Parce que du coup, vous n'êtes pas en train de dire, oh là, ça clignote dans tous les sens, qu'est-ce que j'achète? Et ça vous décharge la tête dans la semaine parce que chaque soir, vous savez exactement ce que vous allez manger. Et ça, on n'y pense plus. Et mine de rien, ça vous allège pas mal le quotidien. Dans la conservation, il y a tout ce qui est organisation du frigo. Donc là, vous le voyez pas très bien, mais on vous le mettra sur Chorus, hein, la présentation, vous pourrez aller voir un peu plus en détail. Organiser son frigo pour éviter que ces denrées pourrissent, justement. C'est-à-dire que dans le frigo, tout ce qui est un peu plus en haut, c'est plus froid, tout ce qui est un peu plus en bas, c'est moins froid. Donc vous allez mettre plutôt des produits qui ont besoin de plus de froid en haut et des produits qui ont besoin de moins de froid en bas. Concrètement, c'est tout ce qui est vos légumes, par exemple, vont plus dans le bac à légumes, et c'est bien pour ça qu'il existe. Et après, tout ce qui est, par exemple, beurre, enfin, des produits laitiers qui ont peut-être besoin un peu plus de froid, ça remonte. Vous irez voir sur Chorus ce petit schéma, mais c'est intéressant parce que justement, parfois, on fait pourrir des aliments parce qu'on les a mal mis dans le frigo. Peut-être qu'ils sont trop au fond du frigo et en fait, ils vont geler ou ils vont trop chauffer et on pourra plus les manger. Donc ça, c'est important. Et la congélation. Alors, si vous êtes des super-héros du gaspillage et que vous voulez aller très loin dans la démarche, on peut faire des pots. Donc, on peut faire des espèces de conserves, comme faisaient peut-être vos grands-pères, vos grands-mères, vos grands-parents. Mais si vous êtes un peu plus pressé, la congélation, c'est très bien. Donc, ça veut dire, quand vous cuisinez, par exemple, et que vous avez des restes, bah, simplement, vous les mettez au congélateur. Ça paraît un peu évident ce que je raconte, mais il y a pas mal de personnes qui finalement oublient qu'un congélateur existe et que vous pouvez faire des plats pour toute une semaine et les décongeler dès que vous voulez. Vous pouvez tout congeler, des fruits, des légumes, voilà, une ratatouille, enfin ce que vous voulez, vous le mettez au congélateur, vous le décongelez et ça fonctionne très bien. Ça vous évite effectivement de perdre ces aliments-là. Ensuite, il y a tout ce qui est cuisiner. Cuisiner ces denrées un peu sensibles, justement. Cuisiner ces restes alimentaires. Donc nous, on a vu que vous êtes assez fort a priori là-dessus, donc je vais pas m'étendre trop. Mais sachez qu'on peut cuisiner à peu près tout ce qui reste. Des épluchures même d'ailleurs. Enfin, il y a des livres de cuisine entiers qui sont faits pour cuisiner vos épluchures. Il y a ce petit site qui s'appelle Le Bruit du Frigo. Il est assez rigolo, il vous permet de mettre tout ce qui vous reste dans le frigo ou ce que vous avez devant les yeux et il vous concocte une recette à partir de ça. Donc là, c'est assez chouette, je propose d'aller le tester. Vous pouvez vous former. Il y a des associations qui vous expliquent un peu justement comment faire pour cuisiner ses restes, comment faire pour être inventif, parce que tout le monde ne l'est pas, parce qu'il faut vraiment de l'inventivité pour faire ça. Et enfin, s'il vous reste des déchets alimentaires, n'oubliez pas le compost. On en reparlera peut-être à la fin de la présentation si vous avez des questions sur le compost, mais ça reste une solution qui justement vous permet d'éviter que ça parte à la poubelle et qu'on puisse quand même valoriser un peu le rebut. Ensuite, il y a toutes les solutions que vous pouvez faire autour de vous. Dans les cantines scolaires
ou les cantines en général d'ailleurs, mais surtout les cantines scolaires, on a un gros travail qui est fait avec les enfants depuis un certain nombre d'années, et justement avec des lois comme la loi 2016 sur l'anti-gaspillage a complètement va dans ce sens-là, enfin essaye de réduire le gaspillage dans les cantines pour enfants. Et là on teste beaucoup de choses. En fait, il faut que en général c'est assez ludique ce qui se passe. Par exemple comme des gâchimètres où vous mettez une poubelle transparente et vous voyez justement le nombre d'aliments qui s'empilent. Mais globalement, on teste aussi des techniques où, en déplaçant les aliments d'un point à un autre dans la cantine, on se rend compte que les enfants vont moins gaspiller. Par exemple, si vous mettez un couvercle sur le pain, au lieu de laisser le pain ouvert, les enfants vont pas forcément prendre le pain parce qu'il faut faire ce geste d'ouvrir la bannette. Ça paraît hyper bête vu comme ça, mais c'est une pratique qui a été testée non seulement sur les enfants mais aussi sur les adultes. Ça fonctionne super bien. On appelle ça des nudges, ça s'appelle des coups de pouce. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais globalement, si vous avez envie un peu d'aller plus loin dans la démarche avec vos enfants dans leur cantine, essayez de vous renseigner un peu sur internet, vous mettez nudge, cantine, et vous avez plein d'idées qui existent, et vous pouvez du coup le proposer à l'école de vos enfants, parce que ça commence quand même par là, quoi. Enfin, nous on a un peu l'impression que si un enfant est sensibilisé à ce qu'est un produit et pourquoi faut pas le gaspiller, ça deviendra un consommateur responsable, donc c'est très important. Dans les restaurants, pareil, une nouvelle mouvance un peu qui émerge. On a des restaurants qui cuisinent qu'avec des invendus. C'est le cas du Frigan Pony à Paris, par exemple. Mais il y en a plein d'autres en France. Enfin, si vous tapez sur Internet restaurant invendu près de chez vous, vous trouverez certainement quelque chose. On a des restaurants qui vous servent à la portion. Il y en a un à Lyon notamment, je me rappelle plus du nom, mais en fait c'est assez intéressant. Vous avez votre menu, un peu comme dans une pizzeria. Vous commandez pas une assiette normale, vous commandez une assiette selon votre faim. C'est-à-dire que vous allez aussi payer selon votre faim quelque part. Et enfin il y a le doggy bag. Donc le doggy bag c'est une pratique qui est très répandue dans les pays anglo-saxons, mais qui est pas voilà qui arrive petit à petit en France. Et moi, j'ai une petite question d'ailleurs. Est-ce que certains d'entre vous ont eu affaire un peu à cette pratique? Est-ce que vous avez pu demander des doggy bags dans les restaurants? Et si oui, comment est-ce que ça a été perçu? Donc voilà, vous allez pouvoir voter. Là, on va faire un autre petit sondage. Qui est-ce qui a déjà demandé un doggy bag? Donc doggy bag, hein, pour ceux qui connaissent pas, le fait de demander son repas dans un petit sachet à la fin de votre repas au restaurant, quoi. Donc vous avez des restes, vous dites ah bah mince, j'ai plus faim, comment je fais? Voilà. Donc plutôt du non, hein, 67% de non. Et j'ai envie de dire c'est un peu normal parce que c'est vraiment pas encore très français comme manière de faire. Il y a beaucoup de restaurants, en tout cas dans les retours qu'on a, qui sont pas d'accord avec ça. Donc bon, ça va se développer, mais en tout cas n'hésitez pas. Légalement, bientôt les restaurants seront obligés hein, de vous servir vos doggy bags. Et il y a des sociétés qui existent maintenant qui vous proposent des belles petites boîtes pour partir avec. Donc il n'y a plus trop de raisons de ne pas le faire. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est de la restauration, qui représente quand même mine de rien pas mal de gaspillage autour de nous aussi, parce qu'on sert des trop grosses portions sûrement. Alors on va revenir sur la présentation, voilà. Et hop. Et donc il nous reste dans les solutions autour de vous, des solutions en entreprise. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez eu pas mal d'animations déjà sur les centres, sur vos centres à vous partout en France, donc dans les cantines notamment. Il me semble que vous avez eu des animations qui ont été faites sur le gaspillage ou autre chose. Donc c'est super, ça évolue de plus en plus dans les cantines. Il y a des jeux, il y a des animations qui sont faites, notamment les disco soupes qui s'étendent de plus en plus. Donc disco soupe, c'est le fait d'aller chercher des invendus et de les cuisiner en musique. C'est très sympa et quand les entreprises font ça, en général, ils passent des très belles journées. Et après, sur les plus petites entreprises, on a des pratiques qui se développent où on essaye justement de se redonner un peu la nourriture qu'on n'a pas mangée. Le frigo jaune que vous voyez en haut, ça fait partie d'un service qui se développe où ils vont mettre des frigos dans les entreprises. Donc c'est plutôt des PME hein, pour le coup que des grands groupes. Et ça permet en fait aux salariés de déposer la nourriture dont ils veulent plus. Donc je sais pas, j'avais une boîte de carottes, je les ai pas touchées, je vous la donne et vous en faites ce que vous voulez. Ou alors ça part directement aux associations. Ça ça dépend de la politique de l'entreprise.
Donc on peut voilà, on peut essayer de mettre en place des pratiques en entreprise et c'est pas anodin parce que vous y passez quand même un certain temps. Donc à un moment, ça peut être aussi de cuisiner ensemble, ça peut être aussi d'avoir des moments où vous partagez un peu vos recettes, où vous mangez un gâteau tous ensemble. Enfin voilà, quelque chose de convivial en général qui vous permet d'avancer ça, de faire avancer sur cette thématique-là et sur à des grandes échelles, par exemple Sodexo qui, vous le savez, fournit énormément de nourriture à beaucoup de personnes. Quand eux font un pas vers l'anti-gaspi, c'est énormément de matière qui est sauvée, donc c'est énormément de denrées qui partent pas à la poubelle, quoi. Hop, voilà, donc dernière slide, je vous ai mis des ressources. Donc pareil, vous irez sur Chorus, vous pourrez aller cliquer sur les liens. Pas mal d'événements qui sont réalisés autour de ça, que vous pouvez proposer à votre entreprise ou même autour de vous si vous avez des associations, des écoles, voilà, enfin ce que vous voulez. Il y a beaucoup de quoi s'informer aussi sur le sujet si vous êtes intéressé. Je vous conseille de regarder des vidéos de personnes qui ont fait des parcours assez incroyables. Moi, j'ai rencontré là pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux une personne qui avait fait un voyage en se nourrissant que de ce qu'il y avait dans les poubelles très extrême, hein, attention, enfin je veux dire, le but c'est pas forcément de refaire ça, mais son objectif c'est de montrer qu'il pouvait partout dans tous les pays du monde se nourrir qu'avec ce qui restait dans les poubelles, donc de bon, hein, enfin je veux dire, il mangeait pas du rebut, il mangeait des choses qui étaient justement encore emballées. Jusqu'en Inde il est allé, et jusqu'en Inde il a pu se nourrir dans les poubelles. Donc c'est des témoignages comme ça qui sont assez forts parce qu'ils nous montrent à quel point justement cette thématique euh, elle est à la fois très présente et à la fois pas palpable parce qu'on est dans notre quotidien et donc on essaye justement de d'avancer dans ce sens-là. Voilà, donc ce petit échantillon est terminé, on va pouvoir passer à vos questions et donc je vous laisserai continuer sur internet avec toutes ces ressources-là. Merci beaucoup pour votre attention. Donc déjà, Edouard, tes derniers propos ont suscité un petit débat sur le chat, donc c'était assez intéressant parce que il y avait certains qui disaient qu'il y avait difficile de faire de l'économie entre guillemets dans les buffets asiatiques notamment où on mangeait à volonté, où on pouvait se servir à volonté. Donc bon, il y a eu des échanges interactifs que tu pourras revoir mais que tous les participants ont vu. D'accord. Et puis ça continue, hein. J'ai vu cela dans un resto sur Dijon, ça marche. J'ai vu un documentaire avec quelqu'un qui mangeait que des McDo. Ah, oui, dans les poubelles de McDo, ouais. On Un peu plus prend sur les compliqué. derniers, donc Aurélia, cuisiner les épluchures même si les fruits et légumes ne sont pas bio. Point d'interrogation, je pense aux pesticides qui se réfugient dans la peau. Puis après on remontera sur ceux Alors, d'avant. effectivement, on parle souvent de ce problème. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas que dans la peau qu'il y a des pesticides. Je veux dire, le légume, de toute façon, s'il est pas bio, il est pas bio. Enfin, c'est pas en enlevant la peau que vous aurez un légume propre, entre guillemets. Par contre, ce qui est dommage, c'est que dans la peau, vous avez tous les nutriments et vous avez tous les bienfaits du légume. Donc, non, effectivement, je pense on peut quand même cuisiner ces épluchures, même si elles sont pas bio. Et d'ailleurs, si vous le mettez en fait en soupe, par exemple, ou au four, vous pouvez essayer. Ben, j'ai essayé quelques recettes là des sites que je vous ai mis sur la slide, des épluchures au four. Ça vous donne une espèce de petites chips de légumes. Bah du coup, si vous les avez fait cuire, a priori déjà ça a éliminé pas mal de parasites, de microbes. Donc non, je pense qu'il faut y aller. Soit vous avez vraiment une démarche d'aller en bio et à ce compte-là c'est super, mais si vous n'avez pas forcément les moyens ou pas encore l'envie, sachez que vous pouvez voilà consommer aussi bien la peau que le reste du légume. Vous n'allez pas mourir en tout cas, c'est sûr. Alors, puisqu'on était sur le bio également, il y a Véronique qui pose une question. Les légumes moches existent-ils en bio? Normalement oui, dans le sens où alors pas tous les magasins bio, mais en tout cas si vous allez dans les magasins un peu engagés, vous avez par exemple les Biocoop ou les nouveaux Robinson, vous verrez les tailles de légumes sont de toute façon différentes. On n'est pas sur une politique de légumes moches parce que eux pour le coup ils font pas la différence entre une belle ou une moche carotte, toutes les tailles et toutes les formes sont dans les bacs. Donc effectivement ça existe. Maintenant sur les magasins plus Naturalia ou voilà, enfin je vais pas tous les citer, mais ça va dépendre des grandes surfaces ou ça va dépendre des marques, je pense pour le coup. Mais normalement ils essayent pour les engager de ne pas faire la différence. Et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'ils font tellement pas la différence qu'ils vous le disent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant puisque quand vous arrivez quelque part et qu'on vous dit pas que c'est quelque chose de moche, qu'on vous dit juste que c'est quelque chose de normal, bah vous le consommez normalement sans vous poser de questions. Donc c'est assez, voilà, c'est assez efficace.
Béatrice demandait, quand on était sur les sujets des yaourts et des dates de conservation, si les dates de consommation sont aussi valables sur les yaourts qu'on fait soi-même. Alors là pour le coup, moi je m'aventurerai pas sur ce terrain-là parce que je ne sais pas à quel point vous faites bien vos yaourts. Disons qu'effectivement le yaourt c'est quand même un mélange à un moment qui est de la fermentation, hein, donc d'un mélange de pas mal d'éléments. Je dirais que si vous êtes sûr de votre coup, ils peuvent rester normalement aussi longtemps que dans grande surface. Si vous n'êtes pas sûr, bah mangez-les vite quoi. Enfin, comme je suis pas dans votre yaourt, je peux pas vous dire. Je sais qu'en grande surface, ils ont des conservateurs dans leur yaourt qui leur permettent de toute façon de tenir. Pour vous, voilà, après ça dépend quelle recette vous utilisez et à quel point il fait chaud, il fait pas chaud. Enfin, ça c'est très lié à votre environnement aussi intérieur. Mais c'est pareil pour tout. Par exemple, un œuf, il y a toujours ce marketing un peu de ultra frais, machin. Mais en fait, un œuf, ça peut rester. Ah, ici il y a une réponse. Je fais des conserves max 10 jours. Ouais, effectivement. Mais 10 jours, c'est ouais, c'est bien. Je pense qu'il faut pas aller tellement plus loin. Mais les œufs, on peut les garder 2, 3 mois facile, en fait. Hein. Si vous les mettez dans une cave ou à un endroit assez frais et sec, aucun problème. L'œuf, il est vivant, donc de toute façon, il fait sa vie et un jour, il mourra. Mais cette histoire de d'œufs ultra frais à manger, déjà, c'est faux. Parce que comme l'histoire du yaourt, vos œufs, ils sont pas à 2 jours. Enfin, c'est juste qu'à un moment, ils sont peut-être à. Enfin, il y a tout un micmac qu'ils font pour justement avoir ce genre de dates, mais elles sont fausses. Et en plus, non, vous pouvez clairement les conserver très longtemps, les œufs, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a Anne-Laure qui posait une question concernant la conservation de la farine. Est-ce que la farine, et elle posait aussi la question pour les gâteaux, on peut les conserver combien de temps après la date limite? Alors, la farine, si elle n'est pas utilisée, très très longtemps. Il faut juste la conserver dans un endroit sec et surtout fermé, dans un bocal par exemple. Parce que sinon, vous aurez des charançons qui vont rentrer dedans, des petits insectes. Mais sinon, aucun problème. C'est de toute façon des denrées qui sont faites pour être conservées pendant des années. Donc tant que c'est sec, à partir du moment où c'est humide, où il y a de l'humidité dans votre maison, c'est là où ça commence à être compliqué. Mais tant que c'est sec, vous pouvez le garder 1 an, 2 ans, 5 ans. Vous pourrez faire une expérience. Est-ce que 10 ans plus tard ça tient encore? Je sais pas. Et les gâteaux, je pense que c'est pas tellement le problème de quand vous le mangez, c'est qu'à un moment il va sécher de toute façon. Mais, donc si vous l'enroulez bien dans un chiffon, il devrait durer assez longtemps. Mais une fois que le gâteau est tout sec, parce que vous l'avez oublié, ah mince, et vous avez des recettes pour cuisiner des gâteaux secs. Donc n'hésitez pas à aller sur internet parce que il est toujours pas à jeter votre gâteau. Vous pouvez en faire de la chapelure, vous pouvez en faire des miettes, vous pouvez le mettre dans du lait et faire un peu comme du pain perdu et repartir avec cette base-là. Donc il y a pas de raison de jeter un gâteau, quoi. Ok. Et concernant la date de péremption, Bernadette demande si elle ne devait pas disparaître sur certains produits. En fait, ça dépend des lieux et des pays. En France, ils sont en train justement, ils sont en débat là-dessus. Déjà, le nom a changé. DDM, avant c'était DLCU, DLU, DULC. DULC. Donc les nomenclatures sont en train d'évoluer. Maintenant, c'est pas encore prévu que ça soit supprimé à une date précise, quoi. Ils sont justement en train de travailler sur ce système-là, déjà pour allonger les dates, voire pourquoi pas les supprimer. Sauf que derrière, il y a encore des problèmes d'assurance aujourd'hui. C'est une question de responsabilité. À qui vous donnez, quelle responsabilité, comment, pourquoi. Ça veut dire que si quelqu'un tombe malade à un moment en ayant mangé quelque chose, même si ça vient pas forcément de ce quelque chose, la responsabilité, elle va à qui? Est-ce qu'elle va au producteur? Est-ce qu'elle va au distributeur? Est-ce qu'elle va aux grandes surfaces? Est-ce que voilà. Donc ces systèmes un peu de responsabilité, c'est ce qui freine le gaspillage. Enfin c'est ce qui freine du coup ces histoires de limites de consommation. Mais en tout cas, on travaille justement à ce que voilà quoi, on puisse élargir, voire pourquoi pas annuler. On est toujours sur la durée de conservation pour les légumes secs, coco blanc, lentilles, quinoa ou champignons séchés. C'est pareil, des années. Vous pouvez vraiment les garder très 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 longtemps. Il y a aucun problème avec ça. Pareil, il faut que ce soit sec. De toute façon, tous vos aliments, il faut que ce soit sec. Dès que c'est humide, de toute façon, ça moisit. Mais si c'est sec, aucun problème. Les légumes secs, enfin, je veux dire, les conservations des légumes secs quand on a commencé à faire un peu le commerce de ces denrées, elles étaient pendant des années. Donc il y a aucun problème avec ça. Vos champignons, pareil. Et si vous avez peur au pire parce que vous n'allez vraiment pas les manger cette année, vous pouvez les mettre dans des pots, dans du vinaigre. Alors là, vous êtes parti pour vraiment, vraiment des années pour le coup. Il n'y a aucun souci. Euh,
On parlait, Catherine nous disait qu'on a parlé du compost, mais il y a aussi les poules, donc c'est vrai que c'est sympa Ouais. Alors d'être moi avec j'en les ai des poules. poules, donc je m'en sers, mais effectivement en général. Et donc Johanna voudrait justement qu'on revienne sur le compost. Ouais, le compost. Yes. Alors effectivement, bon, j'en ai pas trop parlé, mais euh, l'idée, nous, qu'on essaye de diffuser, c'est de se dire nos denrées alimentaires sont à la base une ressource qu'on va aller chercher quelque part, quelque chose de vivant. Nous, en France, et dans d'autres pays, mais en France en tout cas, ce qu'on connaît, on les jette dans la poubelle des ordures ménagères, donc la poubelle classique. Un aliment comme ça, c'est composé d'eau, c'est composé de matière organique, si vous voulez, et nous, en France, on les brûle ou on les met en décharge. C'est quand même problématique quand on sait que justement cette ressource-là peut être compostée ou peut-être méthanisée dans certains cas. Donc on crée de l'énergie à partir de nos aliments. Et donc on essaie justement de pousser à ce que à un moment la collecte des biodéchets soit faite et qu'on puisse composter nos aliments plus, enfin beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui puisqu'on ne le fait pas tout simplement. Donc sachez qu'en tout cas il y a des expérimentations qui sont faites en France sur la collecte des biodéchets, donc sur tout ce qui est compost à échelle industrielle, notamment à Paris en ce moment. Il y a 2 arrondissements qui sont sur le coup. Mais sinon, on n'a pas ça. Donc, il reste notre compost personnel. Alors, comment faire un compost personnel? Je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus non plus, mais l'idée, c'est, vous avez plusieurs types de compost. Vous avez des composts d'intérieur, des composts d'extérieur, et des composts qui différencient en fonction des tailles que vous avez dans votre foyer. Si vous avez un appartement et que vous êtes 3, 4 maximum dans la maison, vous avez ce qu'on appelle un lombricomposteur. Là, vous allez pouvoir composter vos aliments grâce à des petits verres que vous ne voyez pas, qui ne sentent pas mauvais. Enfin, c'est des petits verres qui sont dans leur vie. Ils vont décomposer vos aliments et ça vous donnera du compost. Ça vous donne une quantité assez réduite de compost. Donc, vous ne vous retrouvez pas avec des tonnes de terre où vous ne savez pas quoi faire. Au bout de 6 mois, vous devez avoir un petit carton où vous pouvez le mettre dans vos plantes ou le donner à vos voisins. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est des systèmes qui fonctionnent bien. Ça ne sent rien du tout. Vous pouvez le laisser chez vous. C'est très pratique. Et quand vous n'êtes pas beaucoup, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez des composts d'extérieur, donc des composts de jardin. Enfin, la problématique avec le compost, le lombricomposteur, c'est que vous pouvez pas tout mettre. Vous pouvez pas mettre d'agrumes et vous pouvez surtout pas mettre tout ce qui est de la famille des oignons, puisque c'est vermifuge. Donc, si vous mettez ça, vous les tuez. Ça, c'est problématique. Ouais. Comment distribuer gratuitement les composteurs pour réduire le volume des déchets? C'est assez bluffant. Ouais, effectivement. Donc ensuite, si vous avez un jardin, ce qui est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, là passez directement au composteur classique. Vous avez des communes, effectivement, comme le commentaire de Béatrice, qui vous les distribuent. Vous avez même d'ailleurs parfois des maîtres composteurs qui viennent vous apprendre comment faire. C'est le cas à Paris notamment. Et là, dans un compost classique, si vous respectez bien l'équilibre des aliments, vous pouvez tout mettre. Et c'est super, parce qu'effectivement, votre poubelle, elle est réduite de 30%. C'est la moyenne, hein, en général, de nos biodéchets en France, c'est 30% de biodéchets. Elle ne sent plus, puisque bah, vous avez plus d'éléments qui sont en train de putrifier dans la poubelle. Vous pouvez la garder longtemps et elle est plus légère dans votre cuisine. Donc le compost de jardin, c'est vraiment très simple. Vous respectez les doses de chaque aliment que vous mettez dedans, c'est-à-dire qu'il faut pas mettre trop d'un seul aliment. En gros, pas trop d'oignons, pas trop d'haricots verts, pas trop de restes, pas trop d'herbes, pas trop de viande. Même vous pouvez mettre de la viande aussi, s'il y en a pas trop, il y a aucun problème. Il y a un équilibre entre carbone et azote, donc entre matière sèche et matière humide. Une fois que vous respectez ça, vous laissez faire votre compost avec voilà, dans sa boîte, il fait sa vie. Et à peu près tous les 6 mois, vous allez récolter ce qu'il y a au fond, vous le laissez reposer dans un bac et après vous l'utilisez dans votre jardin, sur les pieds d'arbres, enfin voilà, où vous voulez. C'est super pratique, c'est pas contraignant du tout, donc voilà, c'est assez idéal. Et après, si vous avez une très très grande surface et que vous avez un grand jardin, vous pouvez faire un compost directement à même le sol. Vous faites une grande butte où vous mettez tous vos déchets verts et au centre, vous pouvez mettre éventuellement du coup vos déchets alimentaires pour éviter qu'il y ait trop de bêtes qui viennent dessus. Mais c'est aussi une pratique qui se fait où il y a même des personnes qui les mettent d'ailleurs directement dans leur potager. C'est assez étonnant ça, ils font un trou au milieu, ils mettent tous leurs légumes autour et ils mettent leurs aliments dessus et donc ça va nourrir la terre petit à petit. Mais je déconseille un peu, c'est une technique un peu douteuse, je trouve. Et Johanna demande pourquoi il faut le laisser reposer dans un bac avant de l'utiliser. Parce qu'en fait, il y a 2 stades il y a même, enfin, en vrai, il y a beaucoup plus de stades, mais les 2 grands stades du compost, c'est décomposition des matières premières
et ensuite création en fait du compost, de l'humus quoi, finalement qui va être votre matière que vous allez pouvoir utiliser. C'est-à-dire qu'il y a toute une première couche qui va se dégrader. Cette couche-là, ça va faire des espèces de grumeaux, enfin quelque chose d'assez brouillon, mais qui va être bien dégradé. Là, vous allez le laisser reposer et ça deviendra de la terre. Et c'est une terre qui sentira le terreau, si vous voulez quoi. Et ça, pour ça, il faut le laisser reposer encore un peu, le temps que toutes ces matières vraiment soient décomposées. Et il vous restera toujours quelques noyaux, quelques trucs qui vont traîner. Ça, c'est pas très grave, vous les enlevez, et soit vous leur faites refaire un cycle de compost, soit vous les mettez à la poubelle, enfin si vous voulez vraiment pas les utiliser, ou dans le jardin. Mais si vous utilisez tout de suite votre compost, si vous voulez, ça risque de tuer vos plantes. Et ça risque en fait juste que vous ayez des morceaux de légumes un peu partout dans votre jardin. C'est pas forcément très joli. Et surtout, c'est pas, ça peut acidifier la terre ou ça peut la neutraliser entre guillemets selon les types de légumes. C'est important. Il y a quand même faut être quand même un peu sérieux avec le compost dans le sens où si vous mettez votre compost un peu n'importe comment dans le jardin, vous risquez quand même de tuer vos aliments, enfin des choses que vous essayez de faire pousser. Donc il faut toujours avoir un mélange entre la terre et votre compost, les mettre avant et pas pendant, voilà. Mais ça c'est des techniques, si vous voulez, vous les retrouvez sur internet, vous mettez comment composter dans Google et il vous explique tout, il y a aucun problème, il y a des schémas, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Ou après il y a même des maîtres composteurs que vous pouvez aller voir dans vos communes effectivement ou des associations. Si c'est fini pour le compost, moi je propose de revenir à une question de Fabienne qui demandait comment est-ce qu'on fait pour congeler sans risque. Congeler sans risque. A priori, il n'y a pas de risque à congeler, d'une manière générale. Enfin, évitez de le mettre au contact d'un plastique, parce que manifestement, le plastique à un moment va se souder à l'aliment, et donc vous aurez des morceaux de plastique voilà, dans vos aliments. Privilégiez plutôt les boîtes ou voilà les boîtes ou même les chiffons, ça peut fonctionner aussi. Quand vous enroulez des matières qui sont déjà que vous avez déjà cuisiné quoi, enfin des choses comme ça, ou les pots. Les boîtes en verre. Les boîtes en verre, voilà. Les pots en verre. Ça, du coup, ça fonctionne bien. Pour essayer de pas, voilà, attraper les mauvais éléments du plastique. Évitez de le mettre à même le congélateur, votre aliment. Donc, mettez pas de la viande à même le congélateur, par exemple, ça, parce que il y a un moment, votre congélateur, il est pas si propre que ça. Mais sinon, il y a aucun risque. Enfin, vous pouvez le laisser des années, en fait. Enfin, il y a un moment, il va forcément se dégrader, l'aliment, mais il va prendre beaucoup de temps à le faire. Donc, il y a pas trop de problèmes, normalement, avec le congélateur. Et Jocelyne demande si on doit mettre sous vide avant de congeler. Pas nécessairement. Pas nécessairement parce qu'en fait, de toute façon, la glace va emprisonner les bulles d'air. Donc, il y aura de toute façon pas d'air. Donc, a priori, vous pouvez, mais je vois pas tellement la valeur ajoutée, personnellement. Eric s'insurge en disant pourtant on vend des sacs de congélation. Ah Oui. oui. Mais pourtant, on vous vend beaucoup d'éléments dans du plastique. Et sachez que le plastique, oui, c'est quelque chose qui, pour le coup, au niveau santé, enfin là, plus que le fait que ça provoque que ça crée un déchet ou quoi que ce soit, c'est au niveau santé, c'est pas bon du tout pour vos aliments. C'est-à-dire que même dans votre bouteille d'eau, par exemple, que vous buvez, quand le plastique se chauffe, il émet des particules qui contiennent le plastique dans votre eau, donc vous buvez en fait quelque chose de pas bon quoi. Une fois qu'il se refroidit, il se réchauffe. Enfin, le plastique globalement, tout aliment en contact avec du plastique prend un peu de ce plastique. Donc on mange du plastique. Ouais, effectivement, ils nous vendent des sacs de congélation parce que c'est pratique, parce qu'à un moment vous mettez vos aliments, vous zippez, hop, congélateur, super, pratique parce que standardisé, mais pas simple. Donc évitons ça, ouais, si possible. On avait une question un peu plus professionnelle entre guillemets de Laurent qui demandait si les restaurants d'entreprise entraient dans le champ de la loi anti-gaspi. Et Thibaut répondait via le chat que certains restaurants de Covea, notamment, étaient soumis à la loi anti-gaspi. Tu peux nous éclairer là-dessus ou pas? Ouais, je bois un peu d'eau. Ouais. Par exemple, ça c'est une gourde qui n'est pas en plastique dégradable. Donc au niveau de la loi anti-gaspi, ils ont arrosé entre guillemets à peu près tout le monde. Donc, tous les secteurs où il y avait du gaspillage alimentaire, ils sont passés, y compris les restaurants d'entreprise. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la bonne volonté de l'entreprise à un moment de mettre en place quelque chose. C'est-à-dire que cette loi, elle propose une mise en place. Quelque part, elle impose aussi dans certains cas. Je pourrais pas vous dire spécifiquement sur les restaurants alimentaires en entreprise ce qui est prévu dans l'imposition, mais c'est jamais une imposition pénalisante a priori. Enfin, vous aurez pas de contrôle qui vous dit vous devez
avoir zéro gaspillage dans votre restaurant alimentaire. Donc c'est forcément au bon vouloir de l'entreprise de pouvoir mettre en place ce que la loi propose, respecter la loi quelque part parce que c'est finalement en se responsabilisant, hein, se dire bah moi la loi dit ça donc je me responsabilise, je respecte la loi même si j'ai pas forcément de contrôle là-dessus. Euh, et voilà. Mais il y a globalement plus de l'incitation que de l'imposition dans cette loi-là pour l'instant. Ce qui est le cas à peu près pour toutes les lois sur l'environnement. Enfin, il y en a pas beaucoup qui sont contraignantes au point d'être pénalisantes en tout cas. On revenait, donc ça c'est effectivement la temporisation du chat. Je suis désolée, on Mhm. repart sur le Non, mais sujet de pas la de souci. congélation. Indépendamment du plastique, Marie et Laurence se demandaient ce qu'il en était de l'aluminium, des barquettes en aluminium et Mhm. des papiers d'aluminium. L'aluminium, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que quand vous conservez dans l'aluminium, votre aliment, il va prendre de l'aluminium en lui, quoi. C'est de toute façon, on peut pas y faire grand-chose. Donc oui, encore une fois, c'est pratique, mais c'est pas, si vous voulez, au niveau sanitaire, c'est pas idéal. Moi, j'éviterais hein, l'aluminium dans le congélateur parce que à un moment, personnellement, j'ai jamais fait ça. Donc je saurais pas vous dire exactement comment ça réagit, mais par rapport au plastique, il me semble que l'aluminium va vraiment va dégager quelque chose qui, à mon avis, n'est pas sain pour l'aliment. Enfin, c'est du métal, quoi. Donc ça se conserve pas pareil quand il fait très très froid que le plastique qui, lui, pour le coup, se fige et une fois qu'il a mis ce qu'il avait à mettre dans vos aliments, ne bouge plus, quoi. Enfin, plus rien ne bouge de toute façon dans le congélateur ou enfin très très peu. Ça se dégrade tout petit, tout petit peu. Donc évitez quand même l'aluminium dans le congélateur et si vous pouvez éviter d'enrober vos aliments d'aluminium. C'est déjà pour les déchets, c'est super si vous évitez ça et pour votre santé, c'est encore mieux. On pose la question aussi, c'est Dinara qui demande si congeler de la viande, d'abord l'utiliser dans du papier sulfurisé avant de la mettre dans des sachets en plastique. Donc il y en a qui en plus veulent Ouais, bah du coup c'est multiplier mieux, les... c'est mieux. Enfin, si vous voulez absolument le mettre dans un sachet en plastique, effectivement, le mettre dans du papier sulfurisé, c'est mieux. Mais vous pouvez mettre directement dans le congélateur avec le papier sulfurisé. A priori, si vous faites des compartiments dans votre congélateur, vous dites, bah voilà, à gauche c'est la viande, donc vous empilez votre viande, votre poulet ou ce que vous voulez. Si vous le mettez dans du papier sulfurisé, là c'est pas mal pour le coup, parce on a justement quelque chose qui va pas attaquer vos aliments et votre viande ne sera pas même le congélateur. Donc c'est plutôt chouette, effectivement. Bernadette demande, certains pays européens sont-ils champions de la lutte anti-gaspi? Alors, oui, enfin champion. Personne n'est vraiment champion parce que personne n'a réussi à vraiment, enfin si vous voulez, réduire au point de plus du tout gaspiller. Mais les pays du Nord, en fait les pays du Nord, ils sont champions sur de toute façon les déchets en général. C'est-à-dire qu'ils produisent moins de déchets, ils savent mieux les retraiter et donc dedans ils gaspillent moins aussi. Pour beaucoup, ils ont du tri à la source des biodéchets. Donc ce qu'on devrait avoir, en fait, dans un monde idéal pour nous, pour commencer, on aurait un bac chez nous, on mettrait tous nos aliments, les poubelles passeraient, récupéreraient tous nos aliments et ils iraient les valoriser. Ça, c'est ce qu'ils font déjà dans pas mal de communes et de régions dans ces pays-là. Et ils ont effectivement des politiques assez drastiques pour réduire le gaspillage, y compris dans les zones publiques. Donc, notamment, on leur doit à peu près toutes les techniques sur les cantines alimentaires pour les enfants. Ils sont forts. Ils sont moins nombreux aussi, hein, donc ils ont peut-être moins de choses à gérer que ce qu'on peut avoir en France. Mais en tout cas, ces pays-là, donc Norvège, Suède, hein, quand je dis pays du Nord, c'est Norvège, Suède et Finlande hein, qui sont champions. L'Allemagne aussi est fort là-dedans. L'Allemagne, eux, ils essayent hein, vraiment enfin, ils recyclent déjà beaucoup plus. Donc avec le recyclage, il y a aussi cette idée de recycler les matières premières. Ils sont pas à zéro gaspillage, mais en tout cas, ils sont plus avancés que nous, c'est sûr. Par contre, tous les pays du Sud, quoique en Italie, par exemple, ils font des expérimentations assez intéressantes, notamment au niveau d'une ville qui s'appelle Capanori, qui est un peu notre exemple européen de ville zéro déchet, où ils ont justement des pratiques sur le gaspillage alimentaire qui sont assez incroyables, où ils arrivent à réduire, voire annuler pratiquement le gaspillage alimentaire. Mais sinon, les pays latins en général sont pas très forts. Donc la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, voilà, ces pays du Sud un peu sont pas GG. Voilà, donc a priori, il n'y a plus trop de questions. Il y a eu pas mal d'échanges hein, autour du verre, que le verre est plébiscité parce que c'est vrai que c'est quand même la matière la plus inerte pour pouvoir mettre C'est ces ça. aliments au frais Oui, ou les magasins conservés. surgelés vendent de barquettes Bah en oui. alu, en plastique. Et oui, oui, parce qu'en fait, à un moment, enfin,
le verre c'est très lourd quoi. Donc si vous voulez cette pratique, on peut pas demander à Picard de vous vendre des choses en verre parce que déjà vous payerez quand même assez cher les choses et surtout au niveau de la standardisation et du transport, ce serait très très lourd. Donc en fait, vous pouvez vous congeler dans du verre. Maintenant, je pense pas qu'on puisse demander aux industries, elles, de nous fournir des aliments dans du verre. Enfin, après, il reste le vrac où vous allez chercher vos aliments directement dans ça. Mais de toute façon, le conditionnement dans la grande distribution, et donc depuis les années 50, 60, hein, enfin depuis que ça a apparu, c'est pas bon pour notre santé. Mais de la même manière que l'agriculture n'est pas bonne pour notre santé non plus. Enfin, on fait des choses qui sont pas bonnes pour notre santé. Alexis précise que ces confitures prennent souvent un goût de fermentation au bout de quelques mois. Ouais. Il trempe juste ses peaux brièvement dans l'eau bouillante et visiblement c'est pas suffisant. Et Alors, une autre remarque aussi sur les confitures qu'on a eues plus tôt, ouais. qui disait que il suffisait après, au bout de quelques mois, de les recuire pour retrouver ou reprolonger La date. la date. Ce qui conserve une confiture, c'est le sucre. Donc, probablement que si elles ont un goût de fermentation, c'est que vous n'avez pas mis assez de sucre. Alors, je comprends, parce que moi je fais pareil, je mets très peu de sucre dans mes confitures, mais à ce moment-là, il faut les manger vite. Si vous voulez les garder longtemps, et une confiture peut se garder 2 ans, 3 ans facilement si elle est bien sucrée, vous avez même pas besoin de le réchauffer à la fin, enfin votre produit va être bon. Au pire, vous aurez une couche de moisissure sur la confiture, vous grattez et vous mangez. Enfin, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème pour le coup. C'est très, enfin, le fait d'avoir confit des aliments en fait font que de toute façon ils peuvent plus vraiment se dégrader. Donc la petite moisissure, hop, vous l'enlevez, vous mangez, pas de problème. Le miel, pareil. Le miel, a priori, alors, on pourrait vérifier vraiment s'il a vraiment fait sa recherche jusqu'au bout, mais un chercheur aurait trouvé qu'on pouvait le conserver à vie. À vie, c'est-à-dire que vous laissez un peu de miel, même s'il y a une moisissure quoi que ce soit, il suffit de remélanger le miel. Pour ce chercheur-là, on pourrait le conserver à vie. Donc, on est loin, en tout cas, enfin, vous n'avez pas forcément envie de le conserver à vie, mais 1 an, 2 ans, pas de souci, les confitures pareil. Et si vous les faites sans trop de sucre, comme moi je fais, effectivement, en général, je fais mes confitures l'été, je les mange l'hiver. Donc, 2, 3 mois après, et, ça donne plus une sorte de compote sucrée qu'une confiture pour le coup. Mais parce que moins vous mettez de sucre et plus il y aura de la fermentation. Après, ça peut être bon, hein. Un peu alcoolisé peut-être, mais. Et comme ça se termine maintenant, je me Ah oui. demande si n'y a-t-il pas de progrès en France ces dernières années pour finir sur une note positive. Si, complètement. Il y a complètement des progrès, comme je montrais, c'est un problème qui est vraiment pris à bras le corps par l'Europe et la France. C'est pas parce qu'on est aujourd'hui mauvais qu'on n'est pas en train de s'améliorer, on est en train de s'améliorer. Et ça se voit justement avec cette loi de 2016 qui vient elle-même de la loi sur la transition énergétique qu'on a fait passer en 2015. On voit à quel point la France est volontaire dans cette démarche-là. Et au niveau environnement, le gaspillage alimentaire, c'est une des priorités. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui est pollution atmosphérique, qui est quand même assez présente. Le gaspillage alimentaire arrive très vite à côté, derrière. Enfin, en tout cas, c'est une thématique qui importe parce que justement, comment est-ce qu'on nourrit demain 9 milliards de personnes sur la planète? Bah, ça commence peut-être déjà par effectivement ne arrêter de jeter ce qu'on produit, quoi, pour faire simple. Donc oui, la démarche est lancée. En France, on est loin d'être les pires. Enfin, c'est pas parce qu'on n'est pas très bon qu'on est les pires. On a quand même fait des avancées qui sont vraiment intéressantes. On a une sensibilisation et une sensibilité du coup au sujet qui est là. Hein. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez pas du tout être écolo entre guillemets dans votre tête, mais ne pas gaspiller des choses parce que vous considérez que gaspiller c'est pas bien. Et ça, c'est quelque chose qui est assez présent en France, enfin, pour le coup. Euh, mais il reste du boulot. Il reste du boulot et notamment si on veut à un moment passer sur un mode de vie plus sain pour nous et pour nos enfants. Voilà, c'est une thématique sur laquelle il va falloir travailler ardemment. Voilà. Eh ben merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Vous étiez très actifs, c'est super. Et donc on vous mettra les slides sur Chorus et vous allez pouvoir explorer un peu ça si ça vous intéresse. Et vous verrez, c'est une thématique une fois qu'on tombe dedans qui est assez passionnante de voir à quel point tout ce qui vous entoure est de la ressource et cette ressource, on peut en faire quelque chose quoi. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.